aujourd'hui à valoriser et à développer des nouvelles connaissances sur la géothermie, notamment de surface. Voilà. Donc voilà. Donc j'ai aussi la chance d'avoir comme responsable d'unité aussi Xavier Rachez, qui doit faire un coucou à Monsieur Durville, mais voilà. Voilà, donc ça, le message est passé. Je crois que Christophe Didier aussi connaît. Donc, non, alors, donc il était responsable d'unité au Bergem il y a quelques années aussi à l'unité de géothermie. Donc voilà, donc c'est aussi un point aussi positif pour travailler sur ces sujets. Donc là, aujourd'hui, je vais vous présenter la capitalisation donc, des données et des connaissances liées à la géothermie de minime importance. Donc, bon, la minime importance, ça vous a été déjà introduite. Je vais y revenir rapidement dessus, mais après, je vais aussi glisser sur les aspects de contexte légal et réglementaire, mais aussi notamment vis-à-vis la collecte de données, hein, resituer le cadre de la mission du Bergem. De voir un peu là-dedans, dans les données, de quoi on parle, quelles sont les données à disposition dans les dossiers qui sont constitués donc, de rapports de fin de forage, et donc regarder dedans ce qui existe et comment on peut valoriser tout ça. Et avant même de valoriser, il faut aussi rappeler la mission du Bergem, qui est dans la capitalisation, c'est de diffuser cette connaissance brute, ou qui peut être déjà un peu travaillée, valorisée, à travers donc, des portails cartographiques d'accès aux données, notamment donc, tout le monde connaît Infotherm, mais aussi des nouveaux portails un peu plus dédiés à la géothermie, qui est l'Observatoire de la géothermie de surface, donc un projet que j'ai démarré il y a 2 ans et qui permet aujourd'hui d'avoir une vision exhaustive de ce qu'on a comme connaissance des données qui sont déclarées, alors de la GMI, mais également de l'avant GMI, mais qui reste de la géothermie de minime importance. Et puis après, je vous présenterai quelques travaux de valorisation de ces données. Donc là, on ne sera pas sur la géothermie sur nappe, on va être sur la géothermie donc, sur sonde, donc les propriétés d'échangeurs avec le sous-sol, et donc avec des cartes de température et puis des analyses d'approximation des valeurs de conductivité par lithologie sur les terrains traversés, là où on a réalisé donc, des tests de réponse thermique, les fameux TRT. Voilà, on peut démarrer. Alors, donc, pour rappeler rapidement que la minime importance, donc c'est un terme réglementaire, alors c'est pas le synonyme de géothermie de surface, hein, puisque en fait, dans la géothermie de surface, on peut très bien imaginer, il existe des installations qui relèvent du régime légal des mines. Donc, donc en fait, c'est un régime spécifique, la minime importance, mais dès lors qu'on dépasse les critères, notamment de puissance de 500 kW, paf, on tombe dans les autorisations de projet du régime légal des mines. Donc voilà, déjà, c'est histoire de borner ça. Donc j'ai donc on a donc un vadémécum de la géothermie de minime importance. Alors j'ai emmené quelques exemplaires. Alors pas par, alors sur pour ceux qui sont en visio, ils peuvent télécharger le document PDF. Donc c'est et sinon là j'ai des exemplaires papier. Si ça vous intéresse, je pourrais le transmettre. En fait c'est un travail que j'ai mené avec l'ADREAL Pays de Loire et qu'on voilà validé par le ministère, et donc donc ça fait partie des guides, des documents qu'on met à disposition sur géothermie.fr. Et donc ça reprend un peu tout, ça explique toute la géothermie de minime importance dans son cadre réglementaire, mais ça apporte aussi des billes en termes de règles de l'art. Voilà, donc on peut. Alors, donc là, c'est juste pour zoomer, pour dire que là maintenant, je vais vraiment vous parler de géothermie sur sonde, et donc sur les échangeurs, donc des échangeurs géothermiques. Alors, il y a une petite faute là dans géothermique, mais c'était pas ma slide à l'origine. Donc, ce sont des échangeurs verticaux. Donc système en boucle fermée, c'est-à-dire qu'en fait il n'y a pas d'échange de matière avec le sous-sol, hein, c'est des échanges de calories à travers un liquide caloporteur. Donc là, bon, c'était juste pour mettre quelques images. Enfin, c'est donc de forage, d'une sonde, d'un pied de sonde, la mise en place de la sonde. Là, bon, on voit pas, j'ai mis cimentation, mais en fait, c'est dans la phase, une fois que les sondes sont déposées, là, on vient cimenter pour sceller en fait ces sondes et pour avoir une bonne conductivité thermique. En tout cas, des bons échanges avec le sous-sol. Donc là, c'est la suivante.
Alors, donc, dans les dossiers de géothermie, on verra un petit peu après le processus de déclaration et les données, comment fonctionnent après avec le déversement dans la banque du sous-sol. Mais déjà, d'emblée, dans la réglementation de la GMI, donc l'exploitant peut donc commencer l'exploitation de son installation dès lors qu'en fait, donc c'est l'entreprise de forage qui a la capacité donc de déposer un rapport de fin de forage. Et donc ce rapport de fin de forage, en fait, c'est un ensemble de pièces, de documents. Et donc j'ai souligné, j'ai tout souligné, mais grosso modo, tout est intéressant, puisque nous, par rapport après aux usages qu'on va en faire, on a besoin de ces données-là pour avoir une meilleure expertise et une meilleure analyse critique et une meilleure rigueur dans les traitements qu'on mènera. Donc j'explique, donc le plan d'implantation, c'est bête et méchant, mais quand même avoir une information géologique, autant qu'elle soit bien localisée, qu'elle a un sens géographique. Voilà, il y a le déroulement du chantier, voir s'il n'y a pas eu, bien comprendre en tout cas comment les sondes ont pu être installées, parce que c'est pas forcément, quand on télédéclare, hein, c'est le forage qu'on renseigne dans la télédéclaration, donc c'est la profondeur forée. Mais ça, c'est pour répondre donc à un des arrêtés de 2015, qui est donc les cartes réglementaires GMI, qui sont liées à des critères de profondeur. Donc c'est la profondeur de forage, c'est pas la longueur de sonde. Parce qu'on peut très bien faire un forage de 200 mètres, mais pouvoir installer que 170 mètres de sonde, puisqu'il y a eu des problèmes. Donc ça, c'est important, parce que des fois, on perd l'information. Il y a les coupes géologiques, donc ça c'est des relevés, c'est obligatoire, il faut décrire les terrains, il faut même échantillonner, etc. Il y a les coupes techniques, donc là on va avoir la description technique de l'ouvrage, la composition et le volume du fluide colporteur. Bon là c'est moins intéressant parce que c'est après en fonctionnement, donc ça va pas, en tout cas ça va pas intéresser la banque du sous-sol. Et il y a les certificats de conformité donc, qui sont intéressants puisque là, ils permettent de vérifier par rapport à la qualité de l'échangeur. Et puis, le test de réponse thermique qui arrive à la fin et c'est le cas échéant. Si seulement, enfin voilà, s'il y a un test qui a été déposé, il doit faire partie de ce rapport de fin de forage. Sauf que dans la réalité, il y a quelques années, aucun test en tout cas a été déposé, et donc il a fallu faire un travail de collecte. Alors on va passer à la slide suivante. Alors donc oui, donc le Bergem, hein, alors j'ai mis qu'en 2 points parce que sinon on ne va pas passer l'après-midi sur la réglementation, mais bon, simplement, tout bêtement, c'est depuis 1959, hein, donc il y a un décret qui ordonne toutes les missions du Bergem, dont celle-là qui rend cette mission régalienne de capitalisation des données du sous-sol et en application du code minier. Donc il y a les histoires donc, avec tous les forages de plus de 10 mètres, on peut accéder aux données, mais pas que, en fait, on peut accéder à toutes les données, puisqu'en fait, la connaissance du sous-sol, c'est un bien commun. Et donc, il doit être repartagé, etc. Après, il y a des cas spécifiques où il peut y avoir de la confidentialité, etc. Mais en ce qui concerne la géothermie, on sort de ce domaine de confidentialité. Depuis 2022, ça c'est très récent, donc j'ai pris le plus vieux et le plus récent, mais lui il est intéressant puisque c'est un arrêté par rapport au téléservice de déclaration par rapport à la géothermie minime importance, et il rappelle bien que le Bergem donc accède à toutes ces données qui sont déposées sur les téléservices de déclaration. Donc quand on va solliciter des déclarants pour avoir des données de complétude, on peut en tout cas s'appuyer sur ce type de texte. Voilà, slide suivante. Alors bon, là c'est pour simplement dire que la base GMI qui est au milieu, là, ce n'est pas la banque du sous-sol. Hein. Donc, c'est-à-dire que quand on déclare toutes les informations qui sont emmagasinées, donc sont dans une base du ministère. Néanmoins, lors de la télédéclaration, ça vient réserver des indices de banque du sous-sol. Alors, je pense qu'il y en a un certain nombre qui connaissent cette base de données, mais voilà, donc c'est des dossiers d'ouvrage qui sont capitalisés. Donc, on va réserver un indice, donc un identifiant d'ouvrage. Et puis, au fil du projet, donc une fois que la déclaration dans sa première phase elle va être validée, c'est-à-dire qu'en fait, elle répond à tous les critères de la GMI, et donc OK, on peut faire les travaux. Après, on fait les travaux, et donc on dépose le rapport de fin de forage qui arrive dans la base, toujours la base GMI, mais après qui est transmise
en tout cas à l'équipe qui travaille sur la banque du sous-sol pour après alimenter et consolider ces dossiers. Et donc en fait, il y a un point très important, c'est que au moment où on dépose le rapport de fin de fourrage, ça va avoir une incidence sur le statut du dossier de banque du sous-sol, de statut réservé à statut confirmé, et c'est là-dessus que je vais jouer dans l'observatoire pour voir les projets en cours, des projets ensuite qui sont réalisés. Donc, bon, vous l'avez déjà vu, donc c'est sur géothermie.fr, dans l'espace, dans le viewer, bon, il y a un auto-layer, donc c'est-à-dire un contexte prédéfini de cartographie. Donc voilà, donc l'observatoire, ça c'est l'observatoire de la géothermie de surface, donc, qui comporte à peu près plus de 30 000 installations. Alors, en fait, sur ces installations, en fait, on en a 7500, 7600 qui relèvent de la GMI, qui sont depuis la GMI. Donc, en gros, il y a quand même les 3/4 qui sont en TGMI, mais qui sont aussi, pour l'essentiel, dites de minime importance, puisque, en fait, à l'époque, enfin, avant 2015, c'était soumis pour les sondes, c'était soumis à une déclaration type comme minier de plus de 10 mètres, L411, etc. Donc, voilà, donc en gros, aujourd'hui, ces anciennes installations, d'ailleurs, elles peuvent être régularisées et reprises dans le portail de TeleGMI. Elles devront. En tout cas, donc voilà, plus de 30 000 installations, ça fait peut-être autour des 100 000 ouvrages. Et puis, donc voilà, tout ça, ça fait une grosse base de données. Donc il y a eu un travail, là, donc on est sur la 3e année de l'activité de cet observatoire. L'idée, c'est de faire évoluer tout ça, d'afficher les données de manière de plus en plus précise. Alors, donc sur les données de valorisation, enfin les données valorisées, donc les TRT, on s'appuie donc sur cette base de données, en tout cas du ministère, enfin de la GMI, pour rechercher ces informations, parce que comme je vous le disais, elles n'étaient pas forcément déposées. Mais on a aussi travaillé sur les données même plus anciennes. Donc voilà, il y a eu tout un travail. Donc on a constitué à ce jour plus de 700 dossiers avec des tests de réponse thermique, ce qui est plutôt pas mal. On estime peut-être autour d'un millier de tests de réponse thermique réalisés, donc à l'échelle nationale depuis une quinzaine d'années. Voilà, donc au départ, ça a été beaucoup des transmissions en masse par les bureaux d'études prestataires de ces TRT. Il y a de plus en plus maintenant, par sensibilisation, on arrive à collecter les données depuis la GMI qui sont déposées, puis aussi par l'examen des dossiers fonds chaleur de l'ADEME. Et donc voilà, on aura d'autres technos pour essayer de définir, d'identifier des TRT. Donc c'est un travail, alors j'insiste là-dessus parce que bon, un TRT, ça vaut à peu près 5 000 €. Il y a 700 TRT, vous imaginez le capital récupéré et remis au bien commun. Ce travail n'aurait pas été fait, on n'aurait pas toutes ces informations. Voilà, donc les couleurs sont en phase des différents projets d'activité. Donc ça fait 6 ans qu'on travaille et on s'acharne à faire ce travail. Donc c'est un vrai travail de valorisation. Pas de capitalisation. Alors le test de réponse thermique, je ne vais pas vous détailler la formule, c'est simplement que avec un test de réponse thermique, on va avoir trois paramètres en sortie, avec donc la température initiale qui va être la température moyenne du terrain sur la longueur de sonde. Il y aura la conductivité thermique, un autre paramètre, enfin celui qui nous intéresse aussi particulièrement, et puis la résistance du forage qui donne un peu l'efficacité de l'ouvrage en termes d'échangeurs. Donc voilà, donc là si on reprend les valeurs, déjà là c'est de la donnée telle qu'elle a été mesurée. Donc là, on est sur des valeurs de conductivité. Donc, alors comme c'est conducteur, si c'est conducteur, c'est froid, donc j'ai mis bleu. Et si c'est pas conducteur, c'est isolant, c'est rouge, j'ai mis rouge. Voilà, donc en gros, on va voir que ce pas des données homogènes qui se répartissent de manière aléatoire. Il y a un lien forcément avec la géologie. Alors, je n'ai pas mis le fonds géologique au Millionnaire ou de la carte hydrologique de France, mais voilà, donc on voit que sur les massifs cristallins anciens, on va avoir des tendances de conductivité un peu plus élevées que des terrains sédimentaires où ça a des conductivités plus moyennes. Voilà, on peut passer. Alors, je ne rentre pas dans les détails de ces analyses, on a quelques résultats après. Pardon, est-ce qu'on peut revenir? Alors, donc là, à gauche, c'est
les longueurs de sonde, hein, donc les sondes ne sont pas toutes à la même profondeur, ça oscille entre 50 et 200 mètres, bon, avec beaucoup de sondes qui sont autour des entre 100 et 150 mètres. Et donc d'ailleurs depuis 2015, donc on va de plus en plus profond en installation. Et puis à droite, ce sont les températures. Donc voilà, donc, comme c'est lié à la température un peu du climat, mais pas que, on est toujours à quelques degrés au-dessus. Mais voilà, donc sur l'arc méditerranéen, on va avoir des températures moyennes du terrain aux alentours de 18 degrés. Et dans le nord, on sera à 9-10 degrés. Et puis dans les Alpes, posé la question tout à l'heure, mais on va être des températures à 7 degrés. Mais ça n'empêche pas la géothermie sur son dôme. Alors, donc, du coup, à partir de toutes ces données, alors bon, on a pu donc, mettre en place un traitement de ces températures et donc faire une interpolation par crigeage avec des techniques de machine learning et donc voilà. Et puis donc c'est comme c'est aussi lié à des questions d'altitude et de latitude. Voilà, ça permet de sortir ces cartes. Et cette dernière construction de cartes de température, donc à 50, 100 et 200 mètres, bah, en tout cas, permet, dans cette technique d'interpolation par crigeage, de faire sortir notamment des zones un peu d'anomalies, comme le bassin de la Limagne, où là, on va avoir des températures légèrement supérieures à ce qu'on devrait trouver. Voilà, donc ça, ces données vont pouvoir être au fur et à mesure, enfin les nouvelles données vont pouvoir permettre de réitérer et donc de réactualiser et d'améliorer encore au fur et à mesure la connaissance. Donc vous voyez le lien entre la captation des données et donc l'enrichissement de nouvelles connaissances. Donc là, ces cartes de température vont être diffusées sur géothermie.fr. On est en mode, on est en mode développement là, pour la diffusion, mais elles sont construites sur les mêmes grilles que les cartes réglementaires de la minime importance, donc en fonction de la technologie nappe ou sonde. Et donc voilà, donc c'est ce qui permet de consulter, d'avoir des informations. Alors attention, hein, toutes ces données qu'on produit, elles n'ont pas vocation à remplacer les tests de réponse thermique, mais ça permet d'orienter déjà dans les études de préfaisabilité, etc., d'avoir une approche un peu plus fine et plus précise, sachant que voilà, on est quand même. Alors ce qui est rigolo, c'est quand je collecte une nouvelle donnée, de vérifier par rapport à la température si on est bien dans la gamme, et donc ça marche plutôt pas mal. Donc la même chose sur les conductivités thermiques. Donc, alors je travaille beaucoup. Alors, je vais quand même citer Charles Maragna, qui et on va dire. Alors moi, je suis pas trop mathématique, donc voilà. Donc lui, c'est un énergéticien. Et voilà, comme le petit prince, je lui ai demandé, ah Charles, ce serait bien de faire une équation à x inconnu avec toutes ces sondes et pof, de calculer avec toutes ces valeurs. Bon, on devrait arriver à moissonner toutes les lithologies. Il faut savoir que donc toutes ces sondes, donc moi je les code en fonction des lithologies. Donc en fonction d'un lexique lithologique donc, qui est sur Data Géosciences. Donc il y a plus de 400 lithologies, en tout cas décrites, qui sont organisées avec une hiérarchie, etc. Donc je me base sur ce lexique et donc je codifie pour avoir des proportions de lithologie par sonde avec les réponses thermiques. Et donc on a pu, oui, une minute, on a pu donc mettre en place un modèle de calcul qui permet de sortir, en tout cas pour là, dans un premier temps, sur des sondes sur lesquelles, en fait, on a une majorité de lithologie, pas trop de diversité de lithologie, de pouvoir sortir des valeurs, donc avec des boîtes à moustaches, où on voit un peu l'amplitude des valeurs qu'on rencontre. Donc sur, voilà, là c'est cette lithologie, mais voilà, si on veut faire après une carte au niveau litho France, etc., et sur ces valeurs-là, bah, vous imaginez, il faudra quand même beaucoup plus de données de tests de réponse thermique et mieux réparties sur le territoire. Donc là, ce sera donc d'ici quelques semaines, quelques mois, on aura ces cartes de température qui pourront être consultées. Les points verts, donc ce sont les résultats de tests de réponse thermique, ceux qu'on a sélectionnés, parce que donc il faut que la donnée soit valide, voilà, il y a des conditions d'acquisition qui doivent être respectées. Et donc voilà, donc tout ça fait que c'est des données qui sont aussi mises à disposition. Et puis après, alors là c'est juste pour ouvrir, hein, c'est-à-dire que donc avec toutes ces données, bah, ça permet déjà d'imaginer la réalisation d'une cartographie
des étiquettes énergie-sol. Bon, en gros, c'est dire bah là c'est favorable, mais là ça peut être encore plus favorable. C'est pas dire c'est favorable ou défavorable, c'est de montrer à quel point les échangeurs géothermiques fermés peuvent vraiment bien fonctionner sur le territoire. Et dans la méthodologie, on va aussi utiliser les logs géologiques validés pour implémenter donc des valeurs de conductivité qu'on aura déterminées pour faire après un travail d'interpolation des propriétés thermiques en termes de conductivité, mais aussi croiser avec les températures, parce que c'est aussi intéressant de regarder que à 18 degrés, on ne va pas faire du rafraîchissement de la même manière que des températures moyennes à 12 degrés. Quoi. Donc voilà, donc c'est toute une approche. Et puis, je voulais faire pour une présentation après, il faut aussi prendre en compte les écoulements souterrains, puisque là... ça peut jouer parce qu'on va avoir des anomalies de conductivité. On est passé vite sur les valeurs de conductivité, mais on a des points d'anomalie où on peut avoir 3-4 fois des valeurs 3-4 fois plus supérieures et que c'est lié à des écoulements souterrains. Et donc, ces écoulements souterrains, c'est aussi le niveau de saturation en eau du sous-sol, parce que dans un milieu ornoyé, on va avoir un petit boost en termes de conductivité, même s'il n'y a pas d'écoulement. Voilà, donc tout ça, c'est des choses qui vont être regardées et sur lesquelles on travaille actuellement. Je vous remercie. Merci beaucoup. Avec de belles perspectives. Alors, attends, reste 2 secondes quand même pour peut-être une ou deux questions rapidement. Dans la salle, non? Si. La carte de température, il y a une anomalie autour de Paris. Alors, c'est quoi cette anomalie? Autour de Paris oui, ouais. C'est le... Après... Non. Là, c'est vraiment les températures moyennes sur les tranches 0,50, 0,100, 0,200 mètres. Donc voilà. Oui, on va jeter un coup d'œil au chat. Oui. Bonjour, alors c'est Annelise Gilles. Bonjour, pourquoi ne pas imposer la réalisation d'un test TRT pour chaque opération afin de consolider localement les futurs projets? En géothermie profonde, nous sommes tenus de caractériser la ressource des réservoirs, porosité, perméabilité, température, etc. Je te laisse répondre, Timothée. Non, simplement, les tests de réponse thermique servent plutôt pour les gros projets de plus de 10 sondes. Bon, en gros, c'est aussi des projets qui vont être aidés par l'ADEME dans les études, dans les fonds pour les études, voire même investissement, des fois en rattrapage. Mais grosso modo, ouais, c'est vraiment pour de grosses opérations, on va faire ces essais. Après, il y a des installations de plus de 10 sondes qui n'auront pas de... Enfin, en tout cas, ce n'est pas imposé. Voilà, c'est libre. Mais ça permet de mieux... de faire des projets un peu plus robustes. Et, après, moi, je suis moins dans la partie projet, mais je peux laisser Timothée répondre, non ? Juste pour répondre en 2 mots, c'est effectivement une question de dimensionnement de projet. La conductivité thermique et la température sont des points importants pour le dimensionnement. Après, la question du dimensionnement, c'est ce qu'il faut investir dans ces tests nécessairement pour dimensionner un champ de son? Non, pas nécessairement. Typiquement, sur des petits projets, pour le dire de manière assez simple, on va légèrement surdimensionner le dispositif. Quand on a une sonde pour un particulier, c'est largement suffisant, généralement. Merci pour cette présentation. On aura effectivement une deuxième présentation sur les sondes avec Hélène, mais on va faire un petit pas de côté avec Luc Burté. Et une présentation sur le colmatage des forages de réinjection.